auteurs, la liste en cause. Ma mémoire me permet de vous donner la liste des 5 livres. Alors, allez-y, après je raconte qui vous êtes. Un mot pour vous dire que ma trajectoire a percuté celle de Roland Lebeau le 17 octobre 2007, dans un colloque de la Fondation Est de Picard, qui était consacré au risque de survenue d'une crise financière. Les premiers signes étaient apparus durant le mois d'août d'un ébranlement du système financier, et Jean-Pierre Chevènement, qui a des qualités et des défauts, avait quand même compris qu'il fallait traiter le sujet. Donc j'y suis allé le 17 octobre, et Roland et moi étaient dans la salle, et c'est ainsi que nous avons pris connaissance, et depuis nous gardons une attache. Alors, sachez que j'ai fait ma carrière au patronat, au CNPF, puis au BDF. Donc j'ai été remercié par M. Seyer, surtout son directeur délégué, qui s'appelait M. Cressel, un énarque, bien sûr. Pourquoi le patronat portait des énarques pour le diriger, je ne sais pas. Néanmoins, j'ai été licencié, mais sachez que ça m'a permis aussi de travailler pour mon propre compte. Et il faut comprendre, mon dernier livre s'appelle Le secret néolibéral. Il fait 160 pages, il est sorti le 13 février dernier, et il est mal sorti, c'est-à-dire qu'il est sorti trop tard, il aurait dû sortir à la rentrée, mais mon éditeur, ayant ouï dire qu'un certain Thomas Piketty allait sortir, publier son deuxième ouvrage à la rentrée 2019, a décalé la sortie de mon livre. Mal lui en a pris, puisque c'était au moment du confinement, presque. Donc ça n'a pas porté bonheur à ce livre. Donc c'est le 5e. Alors, le premier, Le capitalisme est malade de sa finance, 1998. Le deuxième, L'avenir du capitalisme, 2005. Le troisième, qui a le mieux marché, La trahison de l'économiste, qui est sorti pratiquement le jour de la faillite de Lehman Brothers, il y a 3 jours avant. Et le quatrième sur la grande récession, qui est sorti en 2011, et le 5e et dernier, donc en 2020. Le secret néolibéral n'est pas un livre de circonstances, vous le comprenez, c'est le fruit d'une réflexion qui a commencé il y a plus de 40 ans. Elle a commencé alors que j'étais au patronat, et que j'ai vu apparaître les premiers linéaments de cette expérience qu'on appelle la nouvelle expérience libérale ou l'expérience néolibérale. Alors, ma tâche aujourd'hui, c'est de vous récapituler l'essentiel des jalons. Je peux ajouter des choses à votre biographie, non? Vous commencez tout de suite à exposer. Oui, allez-y. Je veux dire qu'en fait, on s'était déjà vu à la Fondation Marc Bloch. Oui. Vous aviez fait un exposé remarquable, c'était encore avant. Mais à la Fondation Respublica, vous veniez d'être poussé gentiment dehors par le CNPF, parce que vous aviez, c'était 2006 je crois, non, 2004. 2004. Vous aviez annoncé qu'il y aurait une grande crise en 2008. La raison, c'est que ça ne revenait pas plus. Ma tête ne revenait pas au directeur délégué. Voilà, oui, d'accord. C'est un sentiment pour cause bureaucratique. C'est Kessler. Mais non, c'est Cressel. Kessler, vous regardez. Ah oui? Ah oui, il savait. Non, il savait évaluer les gens. Dans le panel, il y avait 5 personnes. Il y avait le gouverneur de la Banque de France, qui était à l'époque, il y avait Chevènement, il y avait qui encore? Respublica. Il y avait un banquier, Louis de Chevènement. Il y avait un journaliste qui s'appelle Dumont, qui s'appelait Éric Le Boucher. Voilà. Et il y avait le gouverneur de la Banque de France. Et puis voilà. Et puis il y avait Jean-Luc Réau, qui était provisoirement à la recherche d'emploi ou à l'attente de la retraite. Oui. Bon, je puis vous assurer que le plus brillant de tous, ça a été Jean-Luc Réau. Et j'ai pas manqué de le dire d'ailleurs à mes voisins qui ont écouté. Alors, Jean-Luc Réau n'est pas agrégé d'économie, par ma connaissance. DES, je sais que. Il a fait une thèse, donc c'est déjà docteur, c'est bien. Il n'est pas. Mais il est. Il passe pas dans les médias parce qu'il est politiquement incorrect, et puis parce qu'il est un peu timide aussi. Il ne passe plus là. Plus dans les médias, mais ce que je peux vous dire, c'est que tous ces livres ont été écrits chez Gallimard. Et pour ceux qui connaissent la France intime, et les hiérarchies subtiles qui existent dans le monde intellectuel français, être,
l'économiste de référence de la maison Gallimard, c'est mieux qu'être président du jury d'agrégation. N'exagérons pas. Bon, allez, voilà. Bon, merci de ces compliments. Je passe la parole. Ils ne peuvent pas me nuire. Mais donc, j'ai commencé à réfléchir à la question à la fin des années 70. Pourquoi, au sein de la commission des finances du patronat, qui surtout étaient représentés les banquiers, les assureurs, les fonds de placement, on avait créé un comité de réflexion sur la titrisation. Alors c'était la première fois. Et je me dis, c'est bizarre, c'est nouveau. Pourquoi les banques veulent-elles titriser? Titriser, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on met sur le marché des emprunts qu'on a accordés à tel ou tel débiteur. L'État, c'est normal, mais aussi les entreprises ou les particuliers. Donc, et la question qui s'est posée immédiatement, c'est que la titrisation pourrait être intégrale. Alors que vous pouvez très bien garder un tiers, la moitié des emprunts que vous avez accordés, vous gardez dans vos comptes, et ça veut dire une chose très simple, c'est que vous les labellisez. Vous considérez qu'ils sont fiables. Or, à partir du moment où vous rejetez l'intégralité des emprunts sur le marché, ça signifie que vous n'en êtes plus responsable. Donc, le premier terme qu'il faut, je crois, retenir, c'est le mot irresponsabilité, parce qu'il gouverne toute cette expérience néolibérale. J'ajoute un autre terme, c'est le caractère subreptice de l'opération. Cette expérience s'est faite par étapes, et nous avons suivi les steps de façon naïve, en pensant qu'il s'agissait d'innovations nécessaires, éventuelles, et sans s'apercevoir que c'était tout un système qui se mettait en place progressivement. C'est ce qui l'oppose d'ailleurs au socialisme, puisque lorsque le socialisme s'est installé en Russie, il s'est installé pratiquement d'un bloc, à partir de la doctrine de Marx et de Lénine. Or là, c'est quelque chose de tout à fait progressif. Donc, le point à retenir essentiellement de la titrisation, c'est que le rôle du banquier, c'est d'évaluer le risque du prêt qu'il accorde. Je connais un vieux monsieur qui est un ancien de la Société Générale, qui est mon voisin. Il m'a raconté son arrivée à la Société Générale à l'âge de 25 ans. Un ponte de la direction est venu les accueillir en souhaitant bonne chance au sein de la banque. Il leur a dit, messieurs, mesdames, votre rôle, c'est d'évaluer le risque que vous prenez et ne le confiez jamais à quelqu'un d'autre que vous-même. Sinon, vous n'êtes pas banquier. Mais là, c'est l'inverse. Bon, alors, question naïve, les banques sont-elles encore des banques? Ce sont des organismes financiers, mais ce ne sont plus des banques. Alors, ceci s'est mis en place de façon progressive, mais avec la complicité des États. Toutes ces procédures nouvelles, et on va en connaître d'autres, n'ont pu se mettre en place que parce que la direction du Trésor, en France, dans d'autres pays, ont accepté ce changement. Il a fallu des lois. Ils sont passés au Parlement, proposées par le gouvernement, par le ministre des Finances, avec la bénédiction du président de la République, pour qu'on change ce système. Donc la complicité des États. Alors la complicité des États se révèle encore plus fortement dans une histoire qui s'appelle les spécialistes en valeur du Trésor ou primary dealers. Alors vous vous souvenez qu'après l'expérience assez calamiteuse du socialisme à la française, en 82-83, et Mitterrand et ses ministres avaient été obligés de courir chez nos amis saoudiens pour récolter des emprunts, puisque le marché n'accordait plus de crédit à l'État français. Mais au moment même, il y a eu une révolution qui a concerné non pas seulement la France, mais d'abord les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays développés. C'est qu'on a mis en place un système de primary dealers, ou en français spécialistes en valeur du trésor. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une liste de banques sélectionnées, banques françaises ou étrangères, qui vont prendre ferme les emprunts émis par le trésor public. Elles garantissent l'écoulement des emprunts. Et à partir de ce moment-là, les
les États ont connu une situation d'un confort de gestion sans précédent. Pourquoi cela? Au moment même où les dépenses publiques, enfin la dette publique s'est levée, n'oubliez pas que quand Giscard est parti, nous avions une dette publique de 21%. Le dernier chiffre de l'INSEE, c'est 115% du PIB. Bon. Et pourtant, les emprunts sont accueillis chaque semaine avec une grande bienveillance par les marchés financiers, c'est-à-dire par les banques et les fonds de placement. Alors, là aussi, il y a un troc, évidemment. Je prends vos emprunts, j'assure votre solvabilité apparente, et en contrepartie, vous me laissez faire mon business tel que j'entends le faire. J'ai la grande liberté de gestion. Ne vous mêlez pas de nos oignons, nous les banquiers ou les financiers. Alors, le fait c'est que maintenant nous sommes les otages de ce troc. Les États sont mis sous la coupe des financiers, et ce faisant, ils ne peuvent plus s'en sortir. Parce que si vous voulez sur le pied du joug qu'ils ont accepté, le système sauterait. Alors, la date c'est 1983-1984, vous voyez, ça c'est une date qui va être là-dedans. Évidemment, c'est le changement de politique économique de la France aussi, avec Delors et Fabius qui arrêtent le gonflement des dépenses publiques et qui redonnent une certaine crédibilité au gouvernement. Mais néanmoins, la chose essentielle, c'est le troc qui s'est installé entre les banques et les États. Alors, en même temps, chose discrète, pour ne pas dire secrète, les banques centrales ont vu leur rôle commencer à se transformer. Vous avez une titrisation massive des emprunts destinés aux entreprises, destinés aux particuliers. En particulier, les emprunts aux particuliers. Aux États, mais c'est plus important que particulier parce que c'est vraiment la dette des particuliers qui a permis, pendant cette période de 40 ans, le maintien d'une certaine prospérité. Aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne et partout. Alors, le problème, c'est que la dette privée et la dette publique n'ont cessé de s'accroître. Elles ont gonflé. La chose très, très bizarre, c'est que lorsque vous avez une augmentation disproportionnée d'une dette, que se passe-t-il? Vous avez ce qu'on appelle la prime de risque. Normalement, le débiteur dont la dette s'accroît par rapport à son montant d'activité économique, ce débiteur doit payer plus cher des nouveaux emprunts. Ben non, c'est le contraire. C'est le contraire. Alors là aussi, nous sommes donc en terra incognita, disons en latin, c'est-à-dire que nous sommes dans un nouveau système. Et c'est tout ce qu'on a vu maintenant jusqu'à 2020, c'est cela. Alors ça, c'est tout ce qui concerne le marché des obligations, le marché des emprunts, qui est énorme, mais dont on parle moins que du marché boursier. Parce que la bourse, c'est le CAC 40. Bon, aujourd'hui, ça a augmenté, je ne sais pas, ou baissé, qu'importe. Mais globalement, ça continue à augmenter. Ça augmente un petit peu. L'économie va mal, et la bourse monte, c'est un des multiples paradoxes de notre époque. Une autre transformation essentielle que vous devez connaître, et j'en suis pas sûr, on n'en parle pas beaucoup, sauf dans les milieux financiers, c'est le rachat des actions. Pour la première fois dans l'histoire de ce système qu'on appelle la turbo-raison de capitalisme, les entreprises rachètent leurs actions. Donc maintenant, on ne doit pas racheter ces actions, au contraire, ça veut dire qu'on se décapitalise. Alors, ces actions rachetées sont dans les comptes de l'entreprise, mais elles sont neutralisées, parce que l'entreprise n'a pas le droit d'exercer les droits de vote qui sont rattachés à ces actions. Alors ça a commencé aux États-Unis, bien sûr, c'est là que toutes les innovations sont parties, Londres et New York, mais nous-mêmes, ils sont arrivés, toute l'Europe est arrivée, et la France, savez-vous qui a introduit les rachats d'actions dans la législation française? C'est un rachat d'actions qui était prohibé par le code du commerce. Strauss-Kahn, justement. Ah, oui,
Dominique Strauss-Kahn sous l'égide de Lionel Jospin. Ce qui est extraordinaire, c'est que la droite est coupable, mais la gauche fait encore plus que la droite. Et bien entendu, quand Chirac a repris le manche, il a entériné les réformes de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn a autorisé les rachats d'actions, il a aussi autorisé les stocks options, qui étaient également proscrits par la législation française. Alors, c'est une nouveauté radicale, mais il faut savoir qui sont les acteurs derrière ça. Les acteurs, c'est pas vous. Vous avez peut-être des actions, je ne sais pas, moi je n'en ai pas. Ce n'est pas les particuliers, ce n'est pas les personnes fortunées. Ce sont des fonds de placement collectif. Vous avez parlé tout à l'heure de George Soros. Je ne suis pas sûr que ce soit pas lui la plus grande fortune du monde, hein. Mais elle n'est pas déclarée, je crois. Bon, pas lui. Mais George Soros a la tête d'une multitude de fonds et bien d'autres que lui. Et c'est eux qui font le marché, littéralement. Ils ont une possibilité d'action parce qu'ils ont d'énormes ressources et par conséquent, ils peuvent décider de la vie d'une entreprise, de jour à l'autre, d'une banque. Ils ne le font pas, bien entendu. Alors, ils contrôlent les marchés financiers beaucoup plus que les fameuses 100 familles qui pouvaient le contrôler avant la guerre. Alors, je l'ai traite dans mon livre de despote du système économique. Alors, despote, c'est des philosophes grecs ont donné une définition simple, c'est celui qui considère que les autres sont ses serviteurs. Évidemment, les philosophes grecs visaient l'empereur d'Égypte ou l'empereur perse, qui effectivement c'était des despotes. Donc, je dis moi-même, le despote c'est celui qui n'a de compte à rendre à personne. Même un roi peut avoir des comptes à rendre à son armée, à sa noblesse, mais les despotes n'ont pas de compte à rendre. Or, eh bien, on a des despotes du système économique qui sont ces fonds de placement. Alors, il y a quand même des couillons dans cette histoire. Les couillons, c'est qui? C'est les managers. Les patrons d'entreprise sont parfois de bons patrons, parfois moins, mais se sont mis au service de la création de valeur pour l'actionnaire, de façon inconditionnelle. Eux aussi, ils sont comme les États. Donc, vous voyez, subjugement des États par les banquiers, et de même des managers par les fonds de placement placés en bourse. Donc ces managers n'ont plus de stratégie propre, du moins il faut une stratégie, mais toujours l'idée, critère prédéterminé de la création de valeur pour l'actionnaire. Et à très court terme. Plus ou moins. Ça dépend du manager. Mais de toute façon, il ne doit jamais perdre cette espèce d'étoile du Nord qui est la création de valeur pour l'actionnaire. Mais ils sont achetés par les options. Aussi. Bon, je n'entre pas dans le... Vous avez raison. Mais... Alors, les rachats d'actions ont dopé continuellement les marchés financiers. Et j'ai dans la poche de ma veste, je vous le montrerai tout à l'heure si vous voulez, un graphique qui date de 2016, paru dans le Wall Street Journal, qui montre la corrélation entre les rachats d'actions et la montée des bourses. Donc, ce dopage est malsain. Et une chose essentielle, c'est de comprendre que le PER, vous savez ce que le PER, le Price Earning Ratio, est falsifié. À partir du moment où vous réduisez le nombre d'actions, que si la Boeing a fait 5 ou 6 rachats d'actions successifs, ça veut dire que vous n'avez plus que la moitié des actions d'origine. Et donc, vous ne tenez pas compte de cela. En réalité, le PER des marchés boursiers doit être entre 40 et 50. C'est-à-dire un chiffre record dans l'histoire du monde. Alors quand même, indépendamment de ce côté, disons, descriptif, je voudrais vous faire saisir un point qui me paraît essentiel. Les fonds de placement sont infiniment mieux dotés que tous, acheter des actions, bien sûr, mais aussi pour suivre la stratégie de l'entreprise, pour la surveiller, pour éventuellement l'accompagner dans sa politique à moyen et long terme. En particulier, être au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Mais pas du tout. La règle, c'est justement de ne jamais être associé à la gestion ou à la stratégie de l'entreprise. C'est paradoxal, c'est contradictif, mais c'est essentiel.
Ça veut dire que les fonds de placement ne veulent pas être piégés par l'entreprise. Ils sont extérieurs, ils contrôlent à distance. Alors, une autre observation, c'est que ces fonds de placement sont exactement à l'inverse du capital familial. Je prends un exemple du capital familial, c'est Auchan, que vous connaissez, qui n'est pas coté en bourse. Ce sont 450 personnes, de nébuleuse familiale, qui contrôlent la plus grande entreprise française, 300 000 salariés dans le monde. Et là, nous avons un capital qui suit l'entreprise, qui prend les responsabilités en nous. Et je vais vous dire que Auchan est quand même une entreprise bien gérée. Alors, un dernier chiffre pour voir l'évolution qui a pu se produire, qui montre que nous sommes dans un nouveau monde. En 1960, la durée de détention des actions était en moyenne de 5 ans. Elle est aujourd'hui 5 jours. Bon, même si c'était que 5 semaines, on n'est pas dans le même. Donc, il faut tenir compte de ces transformations très profondes pour comprendre que la difficulté, puisque comment revenir en arrière dans la question tout de suite. Alors, la politique de valorisation inconditionnelle des actions des entreprises a pour conséquence la réduction des dépenses d'investissement et de recherche. Historiquement, dans les pays dits développés, le taux d'investissement est le plus bas depuis la guerre. On est à 9-10% du PIB à peu près. Ce qui est très faible et qui peut expliquer largement une partie de la désindustrialisation. Mais évidemment, le point clé, c'est la délocalisation. Alors, je n'ai pas besoin de vous faire de leçons, vous savez tout ça. Mais ce que je voudrais signaler, oui. Vous avez dit que ça explique une partie de la spéculation, c'est ça? Une partie de la... Non, une partie de la... Délocalisation. Non, mais avant Oui, délocalisation, vous avez employé un mot. Je ne sais plus. Mais alors, la délocalisation, l'essentiel à comprendre, c'est que les gens vous disent « Ah, la mondialisation, c'est bien. Moi, j'en veux, mais je veux pas de la financiarisation. » C'est la même chose. Ce sont les deux facettes d'une même réalité. Moi, je connais, j'étais chez des amis, hein, c'est dans ses collègues du patronage encore, et une personne très compétente d'ailleurs, qui s'appelle Bernard Caron, qui est directeur de la protection sociale, qui pourrait dire beaucoup de choses sur la gestion de notre système social. C'est un libéral de la prière, il pense que le libre-échange est favorable, et donc la financiarisation est un danger, mais le libre-échange, pourquoi pas. Alors, les crises. 1992, crise d'échange européen. 2001, crise des grandes entreprises américaines, qui est la falsification des comptes. Pour valoriser les actions, évidemment. Toutes les entreprises américaines, sans exception, avaient embelli, pas forcément falsifié, mais embelli leurs comptes. 2008, crise du surendettement, qui avait germé dès 2006, il y a 2 ans de processus discret, et puis 2008, ça explose. 2010-2012, crise de l'euro. La crise de l'euro me paraît la plus symptomatique. Pourquoi? Parce que c'est les traders, les banquiers, les fonds de placement, que nous prenons pour des gens, des artistes en quelque sorte dans leur métier, ont pris au sérieux le fait que, en s'intégrant dans la monnaie unique, des pays comme la Grèce, comme Chypre, comme l'Espagne, comme le Portugal, voire l'Italie ou la France, auraient le même statut, le même crédit, la même robustesse que l'Allemagne ou les Pays-Bas. Qu'ont-ils dans la tête? Un exemple, au moment de la crise grecque, on a constaté que les banques allemandes et les banques françaises étaient très lourdement engagées sur la Grèce, l'Espagne et le Portugal. 229 milliards d'euros pour les Français, 226 milliards d'euros pour les Allemands. Comment fonctionnaient les dirigeants de ces organismes? Ils ne pouvaient pas imaginer que la Grèce devienne ipso facto un pays performant, à forte productivité, et même l'Espagne et le Portugal. Donc c'est symptomatique parce que ça veut dire qu'il y a une espèce de préjugé
dans l'esprit des financiers, et il ne faut surtout pas croire qu'ils dominent leur sujet. Les crises les prennent de court. Alors, on pourra en discuter pendant le débat. L'euro est mort en 2012. Vive l'euro. On a ressuscité l'euro avec l'action des banques centrales, pour en parler. Et depuis, l'euro survit, tant bien que mal, en attendant des jours meilleurs ou pires. Alors, 2014 est une date importante dans ma petite trajectoire personnelle parce que le 1er mars 2014, je suis invité à Milan, une très bonne expérience, par l'université de Bocconi, de 3 économistes de cette université, qui étaient keynésiennes d'ailleurs, pour une conférence avec bien d'autres personnes, avec en particulier les 2 présidents de l'agence de comptabilité française et italienne, un professeur américain qui parlait en visioconférence, et puis d'autres personnes, et le sujet c'était le prudence versus liquidity. Keynes, dans ses exposés théoriques, a mis en garde contre un préjugé, c'est que la liquidité du marché prémunissait contre le risque de faillite des débiteurs, des États ou des entreprises. Il dit ce qu'il faut, c'est la prudence, bien sûr. On revient au point que j'évoquais au début de mon exposé, c'est-à-dire la nécessité pour le prêteur de bien évaluer son risque. Or, prudence versus liquidité, et donc j'ai fait un exposé, mais j'ai terminé cet exposé par ces mots. Les banques centrales se sont cornérisées. Elles se sont acculées dans les cordes, dans un coin du ring. Elles ont racheté massivement les emprunts qui circulaient sur les marchés pour sauver les marchés de la faillite. Et le problème, c'est de savoir, elles ont réduit leurs taux, ils sont tombés à 1,5, 1 quart, 0%. Et les économistes ont dit, mais c'est un mauvais moment à passer, et elles vont retrouver un rythme normal. Je me souviens d'un débat que j'ai eu avec Christian Louvoisieux, les derniers débats à la radio, en 2014, où il disait, monsieur Louvoisieux, on ne reviendra pas aux temps anciens. Et il me dit, en 2020, les taux sont à zéro aux États-Unis et en Europe, et en Angleterre, et dans les pays scandinaves, et au Japon. Donc, les banques ne peuvent pas changer de politique. Elles sont obligées de tenir à bout de bras un système qui est en faillite non déclarée. Alors, quand on parle des échéances politiques, monsieur Févreau, le problème est le suivant. Hein. Ou bien le système pète avant 2022, ou il pète après 2022. Si il pète avant 2022, toutes les cartes sont rebattues. Alors, le gonflement, j'arrive à 2020, cette crise sanitaire, qui n'était pas dans l'agenda, pas plus que les grands événements de ces 40 dernières années. Et on a vu, à l'occasion de cette crise, un gonflement de la dette des États. Donc, je reconnais que les dépenses, par exemple pour le chômage partiel, est absolument indispensable, étaient bienvenues. Le problème, c'est qu'elles ne créent pas de production. Simplement, elles empêchent l'effondrement du système. Alors, la dette publique française, située à 98% du PIB, va atteindre en fin d'année 120% du PIB. Elle n'était pas remboursable à 98% du PIB, elle n'est pas remboursable à 120% du PIB. Or, notre facétieux ministre des Finances, le maire, a dit avant-hier, si je crois, il faut faire la réforme des retraites et il faut rembourser la dette. Alors, il le sait, moi je ne le sais pas. On en parlera, ce sera un bon sujet de débat. Alors, je regrette qu'on n'ait pas profité pour monétiser cette dette supplémentaire, qui était une dette de circonstance nécessaire. C'est très simple. Il aurait suffi qu'on apporte les lettres de crédit, de créance à la Banque européenne, la Banque centrale européenne, qui aurait émis de la monnaie en contrepartie. Il n'y aurait pas eu d'inflation. Quand l'appareil de production tourne à 30, 40, 50, voire 60%
de cette capacité, il ne peut pas y avoir d'inflation. Il faut qu'il soit à 80, 85, 90, 95%. Et qu'il n'y a pas de demande. Oui. Mais donc, on est dans une situation hors inflation. On ne l'a pas fait. Deuxième point essentiel, on a quand même beaucoup sorti d'argent pour sauver de grandes entreprises, c'était sans doute nécessaire. Renault, Air France, d'autres encore, mais aucune autre partie. Où est l'État? On peut dire simplement à ces grands managers, écoutez, moi je veux bien vous sauver la mise, mais votre prochain produit, vous le faites sur le sol français ou européen, de manière à consolider notre pauvre appareil industriel qui est aujourd'hui parti en quenouille. Pas de relocalisation. Et c'est là les journalistes qui sont là. Les journalistes ne posent jamais de questions difficiles à nos ministres, à nos politiques. Ils sont toujours dans une espèce de mise en scène trompeuse d'une réalité qui est tout à fait différente. La règle ici, c'est qu'on prend une consommation, on coupe pas la salle, mais on prend une consommation qui est de combien? 6,50. 6,50 par personne. Et donc, vous choisissez, vous payez 6,50. Alors, je crois en avoir terminé. Pardon, mais justement, je voulais revenir sur. Quand vous avez parlé de la monétisation de la dette. On commence les questions. On peut commencer les questions. Ah, oui, on peut. Allez-y. C'est terminé. Puis... Oui, ça va. Demi-heure, c'est bon. Allez-y. Alors, j'ai vraiment beaucoup apprécié votre exposition. C'est vraiment passionnant, mais. Je vous ai suivi sur pratiquement tout, mais sur cette question de monétisation de la dette, c'est là où j'ai. Allez-y. Une question, parce que jetez-vous à l'eau. Je vais la répéter pour ceux qui n'entendent pas. Pardon. Au fond, ils ne vont pas entendre votre question. Ah ben, je vais pas voir comme ça. Est-ce que vous ne pensez pas que justement le problème des interventions massives des banques centrales, la Banque centrale européenne en particulier, oui, vous avez des le droit années. Vous avez le droit à ce que vous voulez au prix d'un salle, tarif salle. Si vous voulez, les interventions massives de la BCE depuis des années, qui provoquent cette baisse des taux d'intérêt, est-ce qu'ils n'ont pas voulu, refuser cette monétisation supplémentaire par crainte de voir le crédit de l'euro perdre des plumes, en sachant quand même qu'aujourd'hui, quand il y a toutes ces émissions de dette, ces rachats de dette derrière, toute cette tendance-là, finit à un moment donné, peut faire craindre, si on va au bout du système, à un effondrement monétaire généralisé. Alors, le dollar, effectivement, est encore plus atteint que nous, hein, on va dire par la tendance. Il y a le yen japonais et le dollar, la livre anglaise et les monnaies scandinaves qu'on oublie toujours, et où les banques centrales font la même politique ailleurs. Moi, je poserai la question différemment. Est-ce que ce n'est pas l'Allemagne qui a bloqué cette monétisation? Oui, avec la Cour oui, c'est sûr. C'est possible, je n'en sais rien. Donc je me prononce ça. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'en gros, une monétisation supplémentaire peut faire craindre un danger supplémentaire, parce qu'au bout d'un moment, on voit quand même la Chine qui essaye plus ou moins de valoriser sa monnaie et qui fait des tentatives, elles ne sont pas encore au bout du système, mais qui fait quand même des tentatives pour essayer d'imposer sa monnaie. Il est bien évident que si on fait de la création monétaire excessive, ce qui est quand même notre tendance depuis 5-6 ans, Plus que ça. oui, en Europe, ça fait une dizaine d'années, aux États-Unis, ça fait bien 20 ans d'ailleurs. Est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas la crainte d'un effondrement monétaire généralisé? La crainte, c'est de donner une justification à l'augmentation des dépenses publiques. À l'augmentation des dépenses publiques. Voilà. Un des mantras de l'expérience libérale, c'est qu'il faut comprimer les dépenses publiques. On n'y arrive pas, mais néanmoins, c'est la règle. C'est la consigne, c'est la prescription médicale. Hein. Réduisez les dépenses publiques, à tout le moins ne les augmentez pas. Mais à partir du moment où, par un coup d'éponge, la France, sa dette publique est réduite de 20%, eh bien, on va se dire que les ministres vont dépenser à droite, à gauche, et pour des dépenses de plus en plus improductives. C'est ça la crainte. Autrement dit, à travers cette histoire, c'est la remise en cause d'un des dogmes de l'expérience libérale. Et même, pourtant, je ne suis pas un partisan de la dépense publique inconditionnelle, bien au contraire. Mais là, vous savez, c'est quelque chose qui va au-delà de considération de circonstances.
Il faut absolument empêcher les dépenses publiques d'augmenter. Moi, j'aurais un complément sur ce sujet, après on a une autre question. J'ai compris que nous vivions, sur le plan économique, dans un monde complètement atypique, sans précédent dans l'histoire économique. J'ai étudié un peu d'économie, moins que Jean-Luc, un petit peu plus d'histoire économique, mais quand il y avait de l'inflation au sens de création monétaire, et donc gonflement du crédit, puisque le crédit égale monnaie, depuis toujours, depuis la Banque de l'As, depuis la Signa, etc., vous aviez monté des prix et explosion des prix, national ou international. Là, depuis 15-20 ans, vous avez inflation de la masse monétaire, et vous n'avez pas monté les prix. C'est le paradoxe. Alors, est-ce que ça va toujours durer? Ou est-ce que ça va nouer le système économique? La monnaie est absorbée par le marché financier. Voilà. Mais en même temps, il y a une déflation salariale qui, dans le cadre de la mondialisation, cela comprime les prix de revient et à un moindre degré les prix de vente. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, en gros, c'est que on a connu une expérience des années 70 qui était d'assez forte inflation. La France et les États-Unis connaissaient la même inflation, 10-12%. L'Angleterre et l'Italie ont atteint 24-25% dans les années 70. C'est ce qui a fait gagner Margaret Thatcher. Dans ses meetings, elle arrivait, elle prenait un billet, elle déchirait. Donc voilà, la monnaie n'a plus de valeur. Et elle a gagné la partie politique. Et cette expérience a pesé sur les consciences. Et désormais, on est sorti d'un monde inflationniste, mais au prix d'une financiarisation du système économique. Or, donc, prenez vos radios, prenez vos télévisions, personne ne les dit. Il faut avoir les repères historiques. Alors, quand on dit au prix, ça veut dire que c'est obligatoire. Quand on dit au prix, ça veut dire que c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas baisser l'inflation sans se remettre à la financiarisation? Si, bien sûr. Il y avait des alternatives quand même. Mais on a pas aménagé. Comprenez une chose très simple. Si les prix augmentent de ne serait-ce que 4-5%, les paris boursiers deviennent problématiques. Il y a un risque énorme. Et à 10%, c'est plus possible. Donc, vous voyez, il y a une espèce de lien, de corrélation entre le fait qu'on ne veut pas d'inflation et qu'on pousse le marché boursier. Donc c'est pour servir les marchés financiers qu'on a baissé l'inflation. C'est pas l'inverse. Oui, là. Attention. Le problème de l'inflation des années 70 est déroulé de façon différente selon les pays. Aux États-Unis et en Angleterre, c'est la Banque centrale, c'est Paul Volcker, un grand bonhomme, qui a cassé l'inflation à coup de taux d'intérêt. Les taux d'intérêt américains sont montés à plus de 20%, au prix d'une très forte récession, qui a amené Ronald Reagan au pouvoir en 1981. Donc, là aussi. En Allemagne et au Japon, ce sont les syndicats qui sont accordés avec les patrons pour progressivement réduire l'évolution des salaires, parce que l'inflation était d'origine salariale. En France, il a fallu l'expérience de société libérale française pour bloquer les salaires, et dans la brèche ouverte, les entreprises se sont précipitées et ont bloqué les salaires pendant tout. Voilà. Et donc, on n'a plus d'inflation non plus, l'inflation salariale a été extirpée. Mais on n'est pas revenu à une petite inflation de l'ordre de 3% que la plupart des économistes considéraient il y a 50 ans comme normale. On est entré dans un nouveau monde. Alors j'ajoute un point quand même, si vous lisez mon livre, si vous avez ce bonheur considérable, je cite des économistes classiques comme Adam Smith ou Ricardo, que personne ne lit. On cite Adam Smith, on cite Ricardo, personne ne les lit. Adam Smith disait, sur le marché du travail est un rapport de force. Sur le marché du travail, ce sont les employeurs qui ont dessus. Ils peuvent se liguer, tandis que les employés ne peuvent pas se liguer. Pas de syndicat. Donc, les employés sont maltraités. La situation a changé à partir du 19e siècle.
syndicalisme, droit de grève, etc. Et donc la condition ouvrière, la condition des employés a énormément progressé. Mais la mondialisation, qu'est-ce que c'est? On court-circuite le pouvoir de négociation et des syndicats et du monde du travail. On revient au monde d'Adam Smith, dans un autre cadre évidemment complètement différent. Ricardo, vous direz si vous lisez mon livre, que j'incite beaucoup à faire. C'est le partisan du libre-échange, Ricardo. Et qu'a dit Ricardo? Le capital anglais reste en Angleterre et il emploie le travail anglais. Et il félicite le capitaliste anglais de rester en Angleterre et d'utiliser le travail anglais. À partir de cela, qu'est-ce qu'on fait? Pour accéder au marché étranger, il faut bénéficier du libre-échange. Mais à partir du moment où les entreprises, même les entreprises moyennes, et a fortiori les grandes, et les grands groupes, peuvent s'installer en Chine, en Malaisie, en Indonésie, au Brésil, en Argentine, en Australie, au Canada, où elles veulent, le problème ne se pose plus. L'énoncé du problème défini par Ricardo n'existe plus. Et j'avais posé cette question dans un débat qui m'avait opposé devant les anciens de l'ENA, un certain Jean Pisani-Ferry. Jean Pisani-Ferry, vous avez entendu parler, c'est l'un des 7-8 personnages qui ont mis en place Emmanuel Macron. Oui, non, mais il comprend rien à l'économie, parce qu'on est économiste, mais il comprend. Oui, mais en même temps, il est agissant et influent. Je lui ai dit, monsieur Pisani-Ferry, à partir du moment où les entreprises peuvent s'installer au Guatemala, on peut effectivement sortir du libre-échange et conditionner l'accès à nos marchés à une installation sur nos territoires. Vous installez vos usines, vos centres de recherche, etc. Et pour les autres banques. J'attends la réponse. Voilà. Il disait Réau, mais il disait aussi Adam Smith et Ricardo, il disait Schumpeter, et il disait Keynes. Que proposez-vous? Dans ma conclusion, je fais beaucoup de propositions. Je ne voudrais pas déflorer ma conclusion. Non, évidemment, il faut réencadrer l'utilisation. Je veux dire, les banques doivent conserver, selon le type, c'est quelqu'un du crédit mutuel qui me l'a dit, selon le type de crédit d'équipement des entreprises, crédit de trésorerie des entreprises, crédit au logement des particuliers. Donc, c'est entre un tiers et la moitié de ces crédits. Ça change tout. Aucun État ne l'a fait après la grande crise de 2008. Deuxième point essentiel, interdire les rachats d'actions, ou à tout le moins les encadrer strictement. Faire qu'il n'y ait un rachat d'actions que tous les 5 ou tous les 10 ans. Là, c'est tous les 2 ans qu'on peut le faire. Donc, deuxième chose très simple, ça n'est pas fait. Et en même temps, ça c'est une mesure extrêmement lourde, subordonner l'exercice des droits de vote à un engagement de détenir les actions pendant une durée déterminée. Il y a dans la législation française une très bonne règle, c'est-à-dire qu'il y a une exonération de plus-value boursière pour les personnes qui détiennent des actions pendant au moins 8 ans. C'est la loi de finances pour 2005 qui l'a prévu. Et c'est une bonne règle à conserver. Voilà. Mais il y a d'autres choses. Mais il y a aussi des problèmes écologiques qui n'est pas quand même un problème mineur, malgré le caractère très toxique de ceux qui représentent les mouvements écologiques. Autre question, monsieur. Je juste un point, attention. Vous allez comprendre. Quand on importe des batteries ou des smartphones, des ordinateurs d'Asie ou de Chine par avion, c'est très coûteux économiquement et c'est très coûteux écologiquement. Donc on peut très bien, et ça c'est, il n'y a aucune difficulté pour le faire, taxer en fonction des distances, du mode de transport et du poids de la marchandise. Ça c'est une chose. Monsieur Berny. Oui, alors, je ne suis pas financier, mais j'ai beaucoup aimé votre remarque sur le fait que le capital s'est mondialisé, a quitté l'Hexagone ou l'île britannique. Et Orson. Voilà, et moi j'ai constaté une chose, c'est que finalement,
Dans cette situation, on observe actuellement des chocs tectoniques. C'est-à-dire que entre les gens qui travaillent à Singapour ou bien en Malaisie, en France ou ailleurs, il y a une tendance mondiale à un certain équilibre. Parce que les conditions de fabrication, d'industrie, etc. sont assez similaires. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que à terme, à travail égal, salaire égal. Oui. Ce qui veut dire une baisse probablement des salaires en Occident, même aux États-Unis et ailleurs, parce que les États-Unis sont très liés avec l'extérieur. Avec Trump, il essaye adroitement, maladroitement d'isoler un peu son pays, mais globalement, la mondialisation qui a été prônée par pas mal de théoriciens, etc., vous avez cité, eh bien, cette mondialisation, elle veut aboutir, parce que les financiers s'en foutent, eux, ils sont riches, mais pour les salariés, ça veut dire à terme, effectivement, on l'a vu dans les batailles sociales récentes, où finalement, on se bat, c'est bien, c'est honorable, puis ça retombe, effectivement, les entreprises, surtout multinationales, font leur jeu comme elles l'entendent. Alors, par contre, j'étais très intéressé aussi par le phénomène monétaire. Et je me demande, je ne suis pas financier, je me demande si la solution en cours pour ces solutions abracadabrantesques, on n'imagine pas le vol des particuliers, comme c'est aujourd'hui, qui ne peuvent pas placer leur argent dans une banque à un taux de 0,5% ou quelquefois 0, et même... Est-ce que je peux vous couper? Oui, je vous en prie. Vous avez un grand personnage qui s'appelle Thomas Piketty, qui nous a dit que nous étions revenus au régime de la rente. La rente, c'est 3%, vous voyez ce que dire. Maintenant, c'est 0%. C'est 0%. C'est une spoliation. Comment fait-on pour prendre au sérieux ce bonhomme? Alors, je vous laisse. C'est une spoliation des gens qui travaillent et qui veulent épargner, etc., etc. On leur donne le choix entre la peste et le choléra, c'est-à-dire soit mettre de l'argent dans la lessiveuse, soit aller à la bourse où ils peuvent... Alors, je n'ai pas terminé. Laissez-moi. Donc la solution, actuellement, donc c'est une situation qui est totalement anormale à mon point de vue, mais qui a l'air d'enchanter les banquiers internationaux. Parce que finalement, quand ils ont de l'argent pour zéro, le capital, ils vivent de l'intérêt. Donc une société, que la Grèce, le Portugal, l'Espagne fassent à moitié faillite, du moment qu'on leur donne l'intérêt, la capitale n'a rien coûté. Et par conséquent, le danger, il est là. Aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, nous a dit un certain président de la République il n'y a pas longtemps, quoi qu'il en coûte veut dire qu'on s'en fiche de la dette, on va accumuler de l'argent, on va payer les gens de rien faire, c'est pas grave, et cette dette-là, on la remboursera jamais, parce qu'elle n'a rien coûté. On aura juste un intérêt, l'intérêt est de 0,1 ou 0,2%, etc. Ça ne peut pas durer. Bien entendu, un jour ou l'autre, ça va, comme vous l'avez dit, ça va péter. Quelle est la solution c'est là où je veux en terminer, quelle est la solution des banquiers internationaux? Eh bien, elle est toute simple, supprimer la monnaie. Et on y vient avec la suppression du cash, c'est-à-dire il n'y aura plus de correspondance entre 1 euro fiduciaire et l'euro que vous avez sur votre compte en banque ou dans la poche. Et cette démonétarisation sera la spoliation totale des individus sur la planète et l'enrichissement énorme de quelques financiers. J'ai terminé. Et une menace immense sur les libertés. Vous ne pourrez pas aller prendre un café dans un bistrot sans que Big Brother le sache. Pardon. Vous avez raison et vous avez tort. Ils n'ont plus d'intérêt, mais ils ont des plus-values. À chaque fois que les emprunts anciens se valorisent sur le marché, ceux qui sont dans leur compte se valorisent. Et c'est les plus-values qui font leur profit bancaire. Là aussi, on voit bien un changement radical. Alors, est-ce que ça peut durer? Je ne crois pas. Mais néanmoins, le système entasse des plus-values. Des plus-values boursières et des plus-values sur les emprunts. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir? D'ores et déjà, je
je peux vous dire, on songe à supprimer la monnaie en espèces, les billets d'or. Alors pourquoi y songe-t-on? Ça c'est le gouverneur de la Banque centrale, Villeroy de Gallo, qui l'a dit en privé, devant un économiste ami, il y a déjà 5 ans ça. Votre banque fait faillite. Vous vous ruez au guichet de la banque pour retirer une partie de vos avoirs. Il n'y a pas d'espèces. Vous ne pouvez pas. Vous êtes ruiné. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous m'écrivez ça, C'est dans les tuyaux. Hein. C'est dans les tuyaux. Dans les tuyaux, et Bill Gates est aux États-Unis. Je m'excuse de compléter ce que vous êtes en train de dire. L'idée d'American Express et des sociétés de crédit, c'est d'obliger justement les quartiers, tous les petites entreprises à passer par la carte plastique. Et si vous utilisez des espèces, vous serez taxé. C'est là que le virus Corona a servi à avancer dans cette direction. Parce qu'auparavant, moins de 30 euros, vous ne payez pas avec une carte bleue. Maintenant, vous payez 1 euro, vous payez avec une carte de crédit. Béni soit le virus Corona. D'autres questions, y compris ceux qui sont arrivés à la fin, parce que je sais que quand on arrive en retard, on a peur de... Alors, mon misérable livre s'est vendu à 1035 exemplaires le 30 juin dernier. Il s'est un peu mieux vendu, je pense, depuis, parce qu'il y a eu quand même une recension, très bonne recension dans le Figaro de juillet. Et donc, je pense qu'il s'est un peu vendu. Mais sachez que mon premier livre s'est vendu à 2200 exemplaires, il était difficile. Le deuxième, 3900 exemplaires, le troisième à 4500 exemplaires, le deuxième à 2000 exemplaires, et le cinquième, donc normalement je dois avoir une petite notoriété, arrive à peine à dépasser 1000 exemplaires. Il y a 3000 exemplaires imprimés. C'est pas fini, les gens. C'est pas fini. Vive la crise. Oui. Alors, il s'est trouvé que je n'ai pas trouvé en partant, parce que j'ai remis un ordre de la bibliothèque dans les livres que j'avais lus récemment, je ne les ai pas retrouvés, et notre ami Jean-Louis Léo a oublié les siens aussi, donc on ne peut pas vous le brander, vous le faire connaître, on va quand même répéter son nom. Il s'appelle Le Secret néolibéral. Et il est publié chez Gallimard. On peut le commander, dans 49 librairies parisiennes, toutes les grandes librairies, Gallimard, la librairie de Paris, Clichy, la librairie de Site, Gibert, on a toujours très bien vendu, bien sûr sur la Fnac, sur Amazon, sans problème, mais vous savez, beaucoup de libraires le vendent sur commande. Et il est accessible, il est 15 €, il est joli. Oui, mais c'est mon idée d'ailleurs. Vous savez, la couverture, ce sont des chiffres, il y a une loupe qui fait sortir les chiffres. Et l'éditeur a suivi mon idée, donc essayez de le lire, il est conceptuel, il est dense, il est didactique, mais je pense que vous pouvez le lire sans problème. Alors, monsieur, d'autres questions? Oui. Parmi les solutions qu'il y a, parce que vous avez distingué deux choses, les fonds de pension, les financiers et les banques. Ce n'est pas toujours les mêmes aujourd'hui. Non, bien sûr. Alors qu'il y a 20 ans, ou enfin 25 ans, c'était les mêmes, c'était les banques. Oui, il y a deux niveaux. Sur les fonds de pension ou les grandes fortunes internationales, personne n'agit, personne ne propose. Et il faut proposer là-dessus. Sur les banques, en revanche, on propose. Le Covid a été un moyen de proposer. Puisqu'on sait que les banques ont prêté à des sociétés, même des petites sociétés, dont elles savaient pertinemment, on l'a dit de plusieurs sources, qu'avant le Covid, elles étaient déjà pratiquement exemptes. Et le gouvernement leur a demandé de dire vous avez 80% de sociétés qui sont solvables et 20% vous allez perdre de l'argent. Mais jouez le jeu, faites-le. Les banques l'ont fait. Ça va durer 6 mois. Les garanties. À 90% seulement les garanties. Oui, mais 10% les banques perdent. Donc, pour dire quoi? C'est-à-dire que les banques, on a un moyen, le Covid a été une occasion, de pouvoir leur dire agissez. Et peut-être pas suffisant, mais on a un moyen. Le problème, c'est que c'est sur les fonds de pension qui sont aujourd'hui, qui manipulent la finance internationale, où on n'agit même pas, on n'ose même pas proposer. Et c'est là le danger. C'est que les États ne veulent même pas agir. Nous sommes 40 ans de désarmement des États, y compris les grands États,
États-Unis, Angleterre, Allemagne, France. Autre question? Vous êtes d'accord avec ça, en tout cas? Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Moi, je vois quelques remarques à faire. Ponctuelles. Enfin, d'abord, j'ai oublié de présenter notre invité d'honneur, Jean-Pierre Marat, qui est député à l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, qui était également l'ancien d'Alcatel, si j'ai bien compris. Voilà, et qui connaît tous les problèmes d'un pays. Alcatel a été la compagnie générale d'électricité, qui a eu à sa tête Mrozoum, qui a joué un rôle déterminant dans l'histoire politique de la 5e République. On va en parler tout à l'heure. Ambroiseau. Mrozoum, Oui. Grand personnage. Et donc voilà, merci d'être venu. Je voudrais dire, les Saoudiens, effectivement, Mitterrand a été obligé d'aller demander de l'argent aux Saoudiens peu de temps après son accession au pouvoir, parce qu'il y avait non pas de ses défenses à considérer, mais de la méfiance générale du monde de la finance, parce que les dépenses inconsidérées, il faut du temps quand même, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Bon, ne vous faites aucune... Mais j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. J'ai mis 30 ans à le comprendre. En réalité, derrière les Saoudiens, il y avait Reagan. Reagan qui avait appuyé pour que ce soit Mitterrand qui soit élu, et non pas, disons pas Giscard. Et vous regardez les 10 années de la présidence de Mitterrand, et les 8 années, jamais il n'y a eu de conflit sur aucun sujet. Et vous savez, le véritable... Mitterrand était parfois en avance. Reagan, avec sous bouche, parce que c'est un sujet comme la guerre du Golfe. Et puis les opérations d'espionnage qu'il leur a révélées, la France connaissait, puis il y a eu, comment ça s'appelle cette fameuse opération Farewell, etc. Je veux dire, le véritable retournement de la France par rapport aux États-Unis, c'est Mitterrand. Et il a envoyé Régis Debray pousser des tirades contre les pays riches aux 4 coins du monde, se faire applaudir, ça s'arrêtait là, ça s'arrêtait là. Et puis il n'a pas réintégré l'OTAN, c'était plus subtil que ça. Mon deuxième point, pardon, de facto Chirac, de Juppé, Sarkozy, voilà. Sous réserve de l'opération Chirac qui est un petit peu complexe. Le libre-échange ne date pas d'après-guerre, c'est dans l'après-guerre qu'ont été créés le GATT puis l'OMC et qu'ont été posés le principe et l'objectif du libre-échange mondial. Mais ça ne se fait que très progressivement. On a fait un désarmement douanier où ça a été d'abord le Dillon-Gate round, ensuite c'était le Kennedy round, le Nixon round, etc. Avec chaque fois un désarmement douanier, mais il n'est devenu significatif qu'au début des années 80. C'est-à-dire que l'OMC, ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de négociations bilatérales entre les États pour aménager ou réguler les échanges de nations. C'était déjà, oui, à peu près, enfin, c'est progressif. Mais les 30 glorieuses ne se sont pas faites sous les auspices du libre-échange. Elles se sont faites, au contraire, dans un monde économique cloisonné, y compris le monde européen. Parce qu'on avait hérité des cloisonnements, non seulement de l'avant-guerre, mais du 19e siècle. Alors à ce sujet, parmi les motivations qui ont été avancées à la conférence de San Francisco, de La Havane, qui pouvait émaner le GATT devenu l'OMC. Du GATT et l'OMC, c'est un changement de nom. Hein, la réalité, c'était déjà négocié. Et on disait, vous voyez, l'Allemagne avait fait l'autarcie, l'Italie avait fait l'autarcie, Mussolini, donc tout ce qui fait les frontières économiques, c'est fasciste, voire nazi, voire social, voire nazi. Raisonnement très simple, qui a imprégné les esprits qu'on nous a enseignés à Sciences Po, en oubliant de dire qu'il y avait quand même un autre partisan sur l'autarcie, il s'appelait le Mahatma Gandhi. Et quant au Mahatma Gandhi, vous avez en 1900, au temps de Napoléon, vous avez l'économie indienne qui avait connu l'économie allemande. Vous avez un siècle de libre-échange imposé à l'Inde, qui devient un pays extrêmement pauvre, et un siècle de barrières douanières qu'impose
aux Anglais, les Allemands et les Américains, et une croissance économique considérable de l'Allemagne et des États-Unis qui finissent par rattraper et dépasser l'Angleterre. Vous avez eu il y a eu des événements de guerre très significatifs dont il faut prendre la signification profonde. La prise de conscience du rideau de fer que par Churchill, ça a déjà installé dans les esprits une nouveau schéma représentatif du monde. Et puis le plan Marshall. Sachez que normalement, c'est le plan de Morgenthau qui aurait dû s'appeler. Et ce plan de Morgenthau prévoyait qu'il n'y avait plus d'industrie allemande. L'industrie permet de faire la guerre, mais en réalité, les Allemands devaient simplement élever des cochons et utiliser des pommes de terre. Et puis non, les Américains se sont dit, dans ces conditions, l'Allemagne a dû tomber au milieu des communistes, il faut protéger l'Allemagne, et puis on a installé le plan Marshall, et puis après on a aménagé un marché commun qui a marché parce que c'est des pays homogènes. En dehors de l'Italie du Sud, tous les autres pays étaient un peu comparables. Peut-être du Nord, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Monsieur Laporte. Oui, vous parlez de démission des États et comme si c'était une fatalité et un trou noir, mais vous n'expliquez pas. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu l'un ou l'autre, puisque vous, je ne vous connais pas, monsieur, mais je connais Roland Hureau qui a travaillé pour l'État lui-même pendant de nombreuses années. Comment expliquez-vous la démission des États? D'abord parce que le personnel politique n'est plus le même. Il a beaucoup changé depuis 40 ans. Je peux dire qu'il est devenu très médiocre. Les ministres de la 4ème République ont été comme des hommes de grande qualité au regard de ceux que nous avons aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces États sont sous le siège constant des financiers qui viennent leur faire la leçon à Bercy et aussi dans d'autres domaines. Et n'oubliez pas qu'il y a ces fameux économistes experts. Il y en a un dont on parle de temps en temps, mais pas tellement que ça, qui s'appelle Daniel Cohen, professeur là-dessus, qui écrit dans l'Obs, et qui c'est lui qui a convaincu notre classe politique au pouvoir, de droite et de gauche, de bien fonder le libre-échange et de leur a dit nous allons faire la high-tech, comme des ingénieurs, des scientifiques, et puis il faut laisser au tiers-monde les tâches subalternes. Ils y ont cru. Oui. Monsieur Marat. Oui. Merci beaucoup parce que je découvre un autre aspect de la monnaie unique. Il y a eu cette question de suppression de l'espèce. Sur la monnaie unique, vous savez que l'Afrique francophone, donc toutes les anciennes colonies françaises, utilise depuis des années la monnaie unique. Et la problématique que nous avons dans les économies des anciennes colonies, c'est cette dissimilarité des économies amenée à utiliser une seule monnaie. Je pense que vous devriez avoir vos propres monnaies, éventuellement reliées entre elles, un système de change stable, en même temps qu'un véritable cordon douanier. Vous allez en Côte d'Ivoire, en tout cas, les douaniers ne faisaient pas leur boulot. Lorsque vous voyez que des produits chinois, des contrefaçons, des produits ivoiriens qui circulaient librement. Donc je pense qu'il faut vous armer vous aussi et trouver une certaine autonomie dans vos politiques économiques et monétaires. Mais ma préoccupation, c'est même pas la liaison entre ces économies, enfin, cette monnaie et ici. La problématique que je veux soulever, c'est la problématique de la monnaie unique pour les économies dissimilaires. Et donc, est-ce que, voilà, lorsque vous dites que l'euro va mourir un jour, qu'est-ce que ça suppose pour les économies? Ça, c'était ma première question. La deuxième chose, la suppression de l'espèce, enfin de la monnaie en espèce. Il va forcément avoir des implications sur les échanges, même si aujourd'hui la mondialisation est limitée, il y aurait toujours des échanges, parce que les échanges ont toujours existé. Alors à partir du moment où il y aurait des économies qui vont toujours continuer à utiliser sûrement
l'espèce et d'autres économies sans espèce, donc dématérialisées ou démonétisées. Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Implose. Le système financier implose. Là, on est dans un nouveau système qui pourrait être socialiste. Je ne sais pas. Pas socialiste, c'est la bonne politique. Il pourrait être socialiste. Bon. Deuxièmement, en ce qui concerne les pays d'Afrique, alors, non, pour le point des espèces, je pense aux répercussions politiques. À ce moment-là, les gens vont peut-être enfin comprendre qui sont des otages de ce système financier. Quelles sont les conséquences politiques? Je ne les connais pas, mais normalement, elles devraient être dévastatrices. Nous n'avons pas mis l'euro en tant que tel au programme de la Réunion, parce qu'on a fait déjà beaucoup de conférences sur l'euro, et puis que le livre de Jean-Luc Réau ne porte pas spécialement sur l'euro. J'ai dit dans ce livre, pardonnez-moi, l'invention de l'euro n'est pas le plus bel hommage qui était rendu à l'intelligence humaine. Rien point je vous coupe encore, excusez-moi. Le référendum du 20 septembre 1990. Je suis allé voir ma mère qui est en maison de repos, médicalisée, à la fin de sa vie. Elle, et au mois de septembre, je passe une semaine auprès d'elle, et je m'appelle à reprendre le TGV le lendemain, le 19 septembre, pour venir voter à Paris. Je mange un plat de pâtes attaché d'Agnello, un petit traiteur italien, et je suis assis sur un truc, une radio périphérique, j'entends dire, si nous ne votons pas pour l'euro, nous n'aurons pas de retraite. Pas de retraite. C'est ce que disait encore François Bayrou le soir des premiers tours d'élection présidentielle de 2017. Depuis, on a eu 6 réformes de retraite consécutives. Et vous voyez donc cette espèce de terrorisme qui s'est installé. L'euro est passé par 50,3% des voix. Et sans la maladie de Mitterrand, exhibée lors de son débat avec ce gars, c'est qu'elle n'a pas osé. Okay, parce qu'il était tétanisé par l'état physique du président. Donc ça, je le sais de bonne source, je suis le fils de mon médecin traitant qui est dans le comité pascal, a vu la chose, il était à la télévision. Sans quoi, nous n'aurions pas de moyens. Ça a connu un film. Plus une intervention de l'Église catholique qui, sur un sujet où elle ne connaissait rien, mais elle n'était pas la seule à ne connaître rien. Moi, je puis vous dire, dans le blanc des yeux, comme dans les hautes sphères de l'État français, il n'y a pas 2 personnes qui comprennent l'économie. Et surtout pas Leroy de Gallo, que j'ai eu comme stagiaire dans mon jeune temps. Il y en a, je pourrais vous donner les noms des 2 ou 3 qui comprennent, mais c'est à peu près ça. C'est dramatique. Mais les autres pays, les pays anglo-saxons, ils comprennent. Il y a une vraie culture économique. L'Allemagne, j'en sais rien. Et ils ont du grand auteur. Oui, alors je voulais vous poser une question. Nous aussi, on a des grands auteurs. L'avant-dernier était pas mal quand même. Celui qui a précédé Tirol. Celui qui a précédé Tirol. Oui, le technicien. C'est quand même un très grand homme. Il aurait pu avoir aussi bien le prix Nobel de physique que d'économie. Je veux vous poser une question. On parle beaucoup des banques, on parle des fonds de pension. Et SICA. Des SICA. Est-ce qu'il n'y a pas une montée en puissance des fondations prétendues de bienfaisance? Par exemple, la fondation Clinton, la fondation Gates, puis la fondation Rockefeller, est-ce que ces fondations n'ont pas accumulé des sommes tellement considérables qu'elles auraient pu devenir des acteurs essentiels de la politique économique mondiale, sachant qu'elles sont déjà des acteurs essentiels de la politique tout court? Possible, non, c'est bien. Je voudrais quand même terminer avec 2 anecdotes personnelles qui devraient quand même vous ouvrir des perspectives. J'étais en 1997 à la direction de l'information et de la communication du MEDEF. Nous avions une réunion de service chaque jour à 9h15. Et le directeur arrive, il ouvre la séance en disant « J'ai compris aujourd'hui ce qu'était l'euro ». Donc Nini venait de recevoir son nom de baptême. C'était un crétin d'anthologie. Qu'est-ce que ce crétin a pu inventer? Il avait trouvé la réponse. L'euro, ce n'est plus le franc.
Autrement dit, tandis que vous réfléchissez aux avantages et aux inconvénients de la nouvelle monnaie, essayez de peser ces avantages sur la balance la plus juste, lui est allé directement, avec son esprit de communicant, au cœur idéologique du système. L'euro, ce n'est plus le franc. Donc plus un repère de la France, et ce n'est plus non plus un outil économique de l'État français. Une deuxième anecdote, je suis au Sénat, où je suis reçu par un sénateur qui a disparu, Jean-Paul Virapoulet, c'était en 2009, en novembre 2008, donc juste après la crise, et il me reçoit, on est dans un couloir, et il dit voilà, vous voyez mon collègue Bichot, qui est le sénateur de la Manche, est l'un des 6 sénateurs qui croient qu'il y a une crise économique. Qui croient qu'il y a une crise économique. Les 334 autres sénateurs n'y croient pas. Mais il m'a dit à l'Assemblée, ils sont 10 à y croire. Sinon, ils n'y croient pas. Autrement dit, ils n'ont pas la compréhension minimale des situations économiques qui se présentent. Que les sénateurs ne comprennent pas, c'est une chose. Les inspecteurs des finances ne comprennent pas, c'est quand même plus grave. Alors, il y a deux questions auxquelles on n'a pas bien répondu. Pardonnez-moi, Claude. Jean-Pierre Marat, vous avez dit qu'est-ce que vont faire si tout est. Si la monnaie papier ou métallique disparaît? Ça, c'est leur dernière des préoccupations, qu'il y a plusieurs milliards de personnes sur la Terre qui n'ont pas de carte de crédit, ni de distributeur dans leur village. Et ça, je crois qu'ils ne s'en préoccupent pas du tout. D'une certaine manière, ça sera, on va le maintenir pour ces continents et qui échapperont à la servitude totale que représenterait la disparition de la monnaie papier. Servitude totale, c'est Big Brother. Bon, d'autre part, Pierre Laporte, pourquoi pourquoi est-ce que l'État c'est ainsi dévalorisé? D'abord, il y a aussi un autre facteur, c'est la corruption, sous différentes formes, sous la corruption, qui est devenu une corruption intellectuelle. Et parler de l'Afrique. Non, je parle de la élite occidentale, de la corruption financière, du dessaisissement de l'État, parce que quand même, vous dites, les grands financiers, ils vont discuter, ils font pression sur l'État. C'est quoi? C'est le copain de promotion de l'inspection des finances qui va voir son copain. C'est tout. Édouard Philippe est à la société Athos. Voilà, c'est tout. Et puis, votre réponse, on voit les intérêts, ça c'est une réponse très personnelle, on sous-estime la force de l'idéologie. Il y a une idéologie dominante, et l'idéologie, elle s'impose même quand elle n'est pas dans l'intérêt des gens. Et pour le coup, elle est dans l'intérêt de certains des gens. Je remercie. Un mot encore pour rappeler ce que disait Raymond Barre, tort. C'est les faits sont têtus. Mais les idées ou les idéologies sont plus têtues que les faits. Oui, ça c'est une très bonne définition. Je ne savais pas, mais je ne savais pas qu'il était si bon. Est-ce que je peux ajouter un petit mot? Je voudrais dire quand même qu'il y a un petit espoir en ce qui concerne la financiarisation, la disparition des espèces et des espèces monétaires. C'est l'exemple de l'Afrique et la résistance de l'Afrique et de l'Asie. Parce qu'en Afrique, les gens travaillent toujours avec une monnaie de papier ou de pièces, etc. Et en Asie, les Chinois, qui comptent un peu dans notre économie mondiale, quand ils viennent en France ou ailleurs, ils ont plein de papier. Et quand ils vont chez Hermès ou ailleurs, ils veulent acheter et ils sont très déçus, parce que moi je voyage un petit peu, et ils sont très déçus, notamment les Africains et les Asiatiques, parce qu'ils ne peuvent plus aller chez Cartier ou ailleurs, dépenser leur argent en cash. On leur dit ah, non monsieur, on ne peut pas accepter votre argent. Donc les Français sont en particulier les premiers soldats de la mondialisation, et j'ai pu observer qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas, d'après ce que j'ai lu. Et en France, tout le monde maintenant, pour 2 ou 3 euros, sort son petit plastique pour le faire. C'est un acte anti-citoyen, enfin anti, à mon avis, anti ce que vous voudrez, mais je pense que c'est comme ça qu'on se soumet aux lois de la haute finance. Alors, écoutez, nous venons d'apprendre, je viens d'apprendre que le
bistrot ne met pas à la porte tout de suite à 8h raide, et compte tenu de l'intérêt exceptionnel de la conférence et du débat qui est suivi, nous avons encore quelques minutes pour faire des remarques. Oui, sur le monsieur avait employé l'expression tout à l'heure, la disparition de l'État vient de l'expression Désarmement de l'État. Désarmement de l'État. des armements de l'État, c'était l'expression. Oui, des États occidentaux. Les États. Non, mais c'est tous les États. Tous les États. Et est-ce que c'est pas dû un peu aussi au système politique? Parce que lorsque vous prenez l'occupation des portefeuilles, des ministères, celui qui détient un portefeuille, on va dire, la recherche scientifique n'est pas forcément un chercheur. Donc il doit s'appuyer sur les techniciens. les techniciens. Mais lorsqu'il va dans les conférences, pour rencontrer d'autres personnes, ces techniciens sont pas là. Donc il se défend comment, puisqu'il n'est pas à la hauteur. Est-ce que c'est pas un peu dû à cela? Oui, ils y vont rarement seuls quand même. Mais oui, mais vous avez vu lors des conférences des chefs d'État, il n'y a que les chefs d'État. Bien sûr, bien sûr. Ben, comment est-ce que Non, les il chefs y a d'État... des chefs d'État sur la photo, mais enfin, il y a quand même des gens derrière. Enfin, c'est la question que je me pose. Mais c'est pas de. Oui. Est-ce que c'est pas de là que viennent le Je vieillissement crois de que la l'État? déliquescence de l'État, ce n'est pas seulement un phénomène occidental, mais aussi un phénomène mondial, à l'exception de la Russie et de la Chine, et probablement de l'Inde, parce qu'il ne faut pas imaginer, et que nous sommes victimes d'une certaine. À notre manière, les Africains sont victimes aussi de la déliquescence de l'État sur un autre plan. Alors on impute la corruption extraordinaire, mais la corruption en France a progressé à une vitesse vertigineuse depuis 30 ou 40 ans dans les pays occidentaux et spécialement en France. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et quant au retrait de l'État, il ne faut pas oublier que depuis 1945, il faut voir qui commande. Moi, je n'étais pas trop complotiste. Nous avons une amie qui est Elisabeth Faure. Je ne change plus beaucoup d'avis à mon âge, mais j'ai une amie qui s'appelle Elisabeth Faure, qui n'a pas pu venir parce qu'elle est en Savoie, et qui est même secrétaire général adjoint de Mouvance France. Elle a fini par me convaincre que derrière l'organisation du confinement et de toute la stratégie anti-virus, il y avait l'OMS, et derrière l'OMS, il y avait Bill Gates. Il y a des détails qu'on a laissés au ministère de la Santé français, mais pas autant qu'on le croit. Il faut voir qui commande notre monde. Je disais qu'il y avait 10 ou 15 personnes, sont-elles 30, sont-elles 40, j'en sais rien. Elles sont toutes, ce sont les mêmes qui dominent le Parti démocrate américain, qui soutiennent Biden, qui le soutiennent, y compris physiquement. Il paraît qu'il avait un truc dans l'oreille pour qu'on lui souffle au fur et à mesure ce qu'il devait répondre dans le débat. Oui, Il était mauvais alors. Pardon? Il était mauvais, je vous fais ce qu'il a dit. Oui, mais ça. Bon, ils ont limité les dégâts. Je veux dire, ces gens-là ont une constante théorique. Depuis 1945, les États sont mauvais, il faut préparer un État mondial. Il faut casser les États, il faut casser. En Europe, ils ont inventé l'Union européenne pour casser les États, ils ne cessent de les affaiblir. On nous dit que c'est pour construire l'Europe, mais en fait, l'Europe, on ne la voit pas plus construire, puisque sur tous les sujets, elle est aux ordres total des États-Unis. Régis Debray a fait un très bon travail chez Gallimard, l'Europe fantôme. Oui, voilà. Mais les fantômes, moi je l'appelle, c'est la section continentale de l'international mondialiste. Comme chaque fois il y a la SCFI et SFIO, elle n'a aucune autonomie par rapport au mondialisme. En Amérique latine, ils ont trouvé le narcotrafiquant, tous les pays sont dominés par les narcotrafiquants. Et puis, dans le monde arabe, ils ont trouvé l'islamisme, qui est destructeur de l'État, qui ne reconnaît pas l'État, qui ne reconnaît que les communautés religieuses. Alors, la Russie, ils râlent comme des poux parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le truc pour détruire l'État russe. Et puis il y a Poutine. Poutine n'était pas arrivé. Ils sont arrivés. Gorbatchev a fait un livre de mémoire qui s'appelle Après le Kremlin, qui est paru il y a de longues années. Il n'a jamais été édité en dehors de la Russie, où il dit simplement Poutine a empêché la désintégration de la Russie.
tout. Monsieur. Et alors, mais il y a une volonté très très claire derrière. Alors pour les États-Unis, à la dernière présidentielle, pas celle-ci, Mme Clinton, qui est probablement la vraie patronne de tout ça, c'est pour ça que je demandais à poser une question sur le rôle des fondations, qui est encore la vraie patronne. Bush, Trump lui a dit, moi je veux être président des États-Unis, vous voulez être présidente du monde. Donc on n'est pas sur la même ligne. Et là, une vision totalement mondialiste. Et y a-t-il des Français mondialistes? Il y en a aujourd'hui quelques-uns qu'on a cités. Il y en a eu un très grand, c'est Jean Monnet, qui à la dernière phrase de ses mémoires dit « L'Europe n'est qu'un terrain d'expérience pour des entités politiques beaucoup plus vastes. » Je vous comprends, parce que j'ai repris dans mon livre la formule de Marcel Gaucher qui dit dans un de ses livres « L'Europe, c'est plus le laboratoire de la mondialisation. » Oui, bien sûr, bien sûr. Il a dit, Monnet. Il a dit. Monsieur. Et je le dirais, oui, donc il faut voir que depuis 1900, quand vous êtes dirigé par des gens qui ont une certaine ligne et une certaine idée, et que ces idées finissent par porter leurs fruits, notamment la désintégration des États 30 et 40 ans après, il ne faut pas s'en étonner, parce que le pouvoir politique, c'est ça, le vrai pouvoir politique. C'est le pouvoir d'imposer ses idées, quand on est suffisamment bien placé stratégiquement. Donc, et nous sommes toujours dominés par ces gens-là, c'est sûr. Alors, un mot ici. Un ami à moi qui s'appelle Henri Guénaud, vous connaissez, considère qu'on ne peut pas plaider, alors je viens sur cette question parce qu'elle est importante, on ne peut pas plaider pour une sortie de l'euro en raison de trois grands motifs. Un, ça déstabiliserait le système financier international, c'est ce que vous avez semblé dire. Deux, ça susciterait trop d'inflation importée en France, parce qu'avec un franc dévalué, c'est pas sûr, de 20%, on aurait donc une augmentation des prix créés. Non mais je termine. Je voudrais avoir l'avis de M. Gréau. On aurait donc une explosion sociale à cause de l'augmentation de l'inflation importée, du prix des produits importés qui augmenteraient. Et troisièmement, on ne peut pas faire jouer la lex monetae, c'est-à-dire de rembourser la dette en monnaie en francs dévalués, mais en euros. Donc, autrement dit, la dette augmenterait de 20% si on repassait à un franc dévalué de 20%. Car on ne peut pas léser les créanciers, on en aura besoin pour leur réaugmenter, que ce soit des créanciers internationaux ou nationaux. On en aura encore besoin parce qu'on aura besoin de continuer à emprunter. Qu'est-ce que vous pensez de ces trois? Le deuxième point, il faut voir la structure du commerce extérieur. 28%, nous importons 28% de notre demande interne. Non, pas plus, et en même temps, une partie de cette demande, cette production extérieure, ce sont des gens qui sont nos voisins, qui sont comparables. En réalité, ce n'est pas plus de 20%, même pas, qui vient des pays dits à bas salaire. Des pays à bas salaire. Donc je pense que Guénaud n'a pas, que je connais, que j'aime bien, n'a pas fait ce calcul. Et le troisième point, rappelez-moi, le troisième point. L'inflation. Lex monetae. La lex monetae. C'est pas compliqué. Elle devrait s'appliquer, mais les détenteurs des dettes des États, de la dette française par exemple, refuseront cette application. On ira devant les tribunaux. Et pendant ce temps, on fera faillite. Voilà. Mais je pense que ça, la vraie question derrière, elle a été donnée récemment par Patrick Artus. C'est Patrick Artus. J'aimerais bien que la tête de Patrick Artus promène au bout d'une pique dans les rues de Paris. M. Patrick Artus, on va être obligé de faire la déflation interne. C'est ce qu'on fait déjà. C'est la politique officielle depuis 30 ans. Non, mais on ne l'a pas fait. Et maintenant, on va la faire. Alors, le problème, vous voyez, c'est que le patron du France Côté attendra ses clients sur le pas de la porte. Mais enfin, je donnerai quand même mon avis sur le sujet. Dire que c'est trop tard pour sortir. D'abord, il n'y a pas de sortie de l'euro. Si la France n'est pas dans l'euro, il n'y a plus d'euro. Point. Deuxièmement, ce qu'on appelle la sortie de l'euro, c'est
tout simplement une réévaluation de 25% du marque et du florin, et c'est tout. Et le reste du monde ne change rien. C'est-à-dire que les Chinois, les Russes, les Américains s'en foutent un peu. Et puis ça fait une petite dévaluation par rapport à nous, hein, pour la lire, la peseta, enfin ce qui s'appellera à nouveau la lire, la peseta. Et le fait essentiel, c'est une réévaluation de 25%. Et comme si on attend 5 ans, ça sera une réévaluation de 30%, une réévaluation de 30% du marque, du futur marque, c'est le socialisme national qui revient. Je suis contrarié, vous avez raison, vous avez tort. Oui. Pourquoi? Parce que même si on faisait la dévaluation nécessaire de 25%, non, réévaluation. La réévaluation du marque, d'ailleurs, l'évaluation pas. par rapport au marque, 25%, que font les managers? Pour relocaliser, c'est coûteux. C'est pas sûr qu'ils le fassent. Vous avez peut-être raison, c'est pas sûr. Moins de 5% des délocalisations reviendraient si on y mettait une vraie politique. Que 5%. Oui, mais Il ne faut pas croire que 100% de ce qu'on a délocalisé reviendrait. Et c'est là le problème. Parce que le problème qu'il y a depuis 30 ans, c'est qu'on ne s'est pas inventé, à cause de la recherche, l'investissement en recherche qui a beaucoup baissé, on ne sait pas inventer les produits de demain. Et c'est ça le problème. Si on devait relocaliser, il n'y aurait que 5% de la production qu'on a fait exporter qu'on relocaliserait. C'est ça qui est grave. Un exemple africain, moi je ne suis pas convaincu. Je veux dire, par ma connaissance de l'histoire économique, on sous-estime toujours la puissance du fait monétaire, son efficacité. Alors pas toujours immédiate, c'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 mois. C'est comme vous êtes en plein désert dans le Sahel, vous avez l'impression que c'est tellement sec qu'il n'y a pas plu depuis très longtemps qu'il ne vous poussera jamais rien. Et puis vous avez une pluie qui tombe, et contrairement à toute attente, vous avez vous avez la végétation qui ressort. C'est pas vrai, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si vous avez des conditions monétaires équitables, au début, évidemment, il faudra serrer la ceinture et tout ce qu'on peut. La France vit au-dessus de ses moyens, il faudra bien qu'elle revienne à un niveau normal, c'est bien autre que ça. Et donc, ça repartira. L'Angleterre, c'est ce qui s'est passé. Ils ont été contraints monétairement par les balances sterling jusqu'en 1980. Madame Thatcher n'a pas libéralisé, elle n'a pas ni diminué l'État, ni libéralisé, ni baissé les impôts. Elle a évalué la livre sterling de 40 ou 50%. Aggravez votre cas, c'est marrant. Non, cette fois-ci, c'est. Je vais revenir sur une question que monsieur avait posée tout à l'heure. Vous avez mis en exergue qu'il y a 2 facteurs qui influencent. Il y a les banques, les fonds de pension et les fonds de placement ou de pension. Et vous venez de citer les SICAV. Et monsieur a dit on peut agir sur les banques, mais il n'y a pas de mécanisme aujourd'hui pour agir sur les fonds, que ce soit de placement. Si. Non, on ne veut pas. On le veut. Ah, d'accord. Non, mais Tant mieux. en ce qui concerne les actions qu'ils détiennent, privés de droit de vote, ceux qui ne restent pas au capital de l'entreprise pour la durée. Non, mais donc j'avais mal compris. Oui, mais Bon, alors un dernier point quand même, parce qu'on va peut-être s'arrêter, et comme l'élection américaine est très importante, je n'en vois pas tous les ressorts, bien sûr, avec le moins, mais ce qui m'a le plus surpris là, récemment, c'est que le candidat démocrate veut s'opposer, conjointement avec la Commission européenne, à la sortie normale de l'Angleterre de l'Europe. Ça, c'est un point qui m'a brutalisé, qui montre à quel point, ce ne sont pas ces oignons, objectivement. Nous sommes dans un système mondialisé, et donc il prend le prétexte des relations entre l'Angleterre et l'Irlande, je crois. Donc nous voyons que c'est comme si Biden avait pris ses consignes auprès du président de Mme von Leyen ou de Mme Merkel. Voilà. C'est le contraire qui serait Juste avant lui donner qu'il serait élu, les consignes. Jean-Luc, c'est pas nouveau. Au moment du débat sur le Brexit, il y a Obama qui est venu plaider contre le Brexit, et les États-Unis. D'ailleurs, si l'euro n'a pas éclaté, pour la crise grecque, c'était juillet 95, je crois. La crise grecque, c'est février 2010. 2010. Il y en a eu une autre
plus récente. Après, il y a eu la crise portugaise, la crise chypriote, la crise irlandaise. En 2015, il y a eu une crise grecque. Non. Bon, en tous les cas, la dernière crise grecque. c'est 2015. Pardon? C'est 2015. Oui, il y a eu une crise grecque, la dernière, la plus décisive, à 6 h du matin, à minuit. Les Européens ne s'étaient pas mis d'accord parce que l'Allemagne ne voulait rien lâcher comme d'habitude. Le secrétaire d'État au Trésor américain est arrivé à l'avion à Bruxelles à 3 h du matin. Il leur a dit maintenant, vous vous mettez d'accord. Vous vous mettez d'accord et vous trouvez une solution. À 6 h du matin, la solution a été trouvée. Et ça, c'était la position démocrate, c'était du temps de Bavard. La position de Trump, elle est claire, mais Trump, en effet, a l'air de se moquer de ce qui se passe sur le plan, enfin, en tout le cas de l'euro et de l'Europe, de Bruxelles. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il n'est pas dans le même réseau mondial. Vous avez un réseau mondial qui est extrêmement étroit. Vous avez le Parti démocrate américain, la majorité des banques peut-être, vous avez l'État profond américain, celui qui n'obéit pas à Trump, vous avez Bruxelles, vous avez Mme Merkel, vous avez M. Macron qui est le dernier, et vous avez les opposants au Brexit anglais. Et puis vous avez le camp d'en face. En Europe, il n'y a pratiquement personne de significatif parce qu'il a été complètement laminé. Et aux États-Unis, vous avez Trump. Et puis, Johnson. Et Boris Johnson maintenant. Voilà. Boris Johnson maintenant. Et c'est pour ça que la politique, il faut le dire, j'ai eu l'occasion de le dire il y a 2 jours, la mondialisation entraîne une mondialisation du champ politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'élection américaine, c'est pour ça que nous avons créé un comité de soutien à Donald Trump, l'élection américaine est peut-être aussi plus décisive que la prochaine élection présidentielle française. Donc, c'est nous. Pardon? Pour nous. Oui. Et dans ces rapports d'influence, comment positionnez-vous le rôle de la Russie? Déjà, on s'évade beaucoup du sujet. Ce que pense Poutine, il est clair que tous ceux qui détestent Trump, tous ceux qui défendent l'ordre européen tel qu'il est, qui défendent l'euro, qui défendent la mondialisation, ont une haine absolue de Poutine, c'est clair. Biden a traité Trump de caniche de Poutine. Voilà. C'est sûr. Et Poutine a dit dans un entretien à Financial Times il y a 2 ans, qu'il vous n'êtes plus libéral. Je crois qu'il a tout à fait raison. L'euro n'est pas une création libérale. Le vrai libéralisme, c'est des changes flottants réglés par le marché, en fonction des compétitivités des différentes. C'est du socialisme. C'est dans un périmètre donné, c'est une gestion socialiste des monnaies, qui, avec le remplacement du marché par des fonctionnaires de Bruxelles et des policiers de Bruxelles, c'est le contraire de la. L'euro, c'est le contraire. Le libéralisme, c'est la propriété spécifique, la propriété définie des détenteurs des actions, des obligations. Or, il n'y a pas de propriété de marché, c'est une propriété anonyme. Et ça nous ramène, paradoxalement, à la propriété soviétique, du communisme soviétique, qui était la propriété du parti. L'économie est la propriété du parti, et non pas de l'État. Et je le dis dans mon livre, c'est un des points essentiels. Mais la propriété doit toujours être personnelle, nominative. Il a raison de dire que nous ne sommes pas libéraux, ça c'est clair. Maintenant, quelles sont les arrière-pensées de Poutine dans ce coup-là? Il est clair qu'il préfère Trump parce que derrière Trump, il y a des gens qui veulent trouver un arrangement avec la Russie, et derrière Biden a peut-être sauf qu'il faisait quand même des affaires très lucratives avec l'Ukraine, et son fils encore plus lucratif. Il y a un risque de guerre. Pardon? Il y a un risque de guerre. Je veux dire que si Trump est élu, ça nous soulage beaucoup parce que la pression de politiquement correct international va se relâcher. Si les autres sont élus, il y a un risque que je trouve mineur, c'est que cette pression va s'alourdir. Mais un risque majeur, c'est un risque de guerre avec la Russie. Parce que derrière Trump, il y a des fous dangereux. Derrière Biden, il y a des fous dangereux
qui ont le projet de faire de détruire la Russie. Et je n'exagère pas parce que des fous, ça existe. Et quel est le poids français dans tout ça? Pardon? Quel est le poids français dans tout ça? Parce que... Mais cette sous-région internationale nous a imposé un président qui est complètement à leurs ordres. C'est tout. Il nous a imposé, en jouant sur des ressorts démocratiques, en trichant avec la démocratie, en trichant avec la République, en éliminant Fillon par une manœuvre qui est contraire aux principes républicains les plus fondamentaux, lesquels interdisent tout à fait l'ingérence de la justice dans un processus électoral. Et donc ils ont réussi, on se demande encore pourquoi. On a un pantin qui est complètement... Les ficelles sont tirées par des gens comme Soros, etc. Il est à moitié fou. Et en plus, il est à moitié fou. On va peut-être terminer. Je m'excuse, mais... Vous êtes optimiste. Pardon? Vous êtes optimiste. Vous n'êtes pas étudiant, mais un peu optimiste que le Parti démocrate va aussi imposer de son côté avec l'extrême gauche. Donc il ne faut pas oublier aussi qu'on peut le combattre à droite, mais que certains le combattent à gauche aussi. Il y aura une élection, il y aura un vainqueur et un vaincu. Après, ce qui se passera dans le parti, c'est une autre question. Merci à tous, merci à Jean-Luc Réau. Je vous signale que le 12 novembre, nous espérons avoir une conférence. Ce n'est pas la seule activité de Mouvance France, mais nous espérons avoir une conférence un peu sur le même sujet, mais enfin sous un angle différent de Valérie Hugo.